Vos éditeurs doivent comprendre que, par exemple, la conversation que j'ai avec vous actuellement, c'est une conversation qui me vaut 15 ans de prison. Podcast by Tendance Ouest. Bonjour, merci de votre fidélité au podcast Des bouquins dans les poches de Tendance Ouest. Pour la première fois, un espion russe et un ancien officier des services de renseignement français confrontent leurs souvenirs, leurs expériences et les méthodes utilisées dans leurs pays respectifs dans les années 80. Un échange passionnant, paru chez Mareuil Éditions sous ce titre KGB DGSE, deux espions face à face. Nous recevons aujourd'hui Sergueï Girnov, ancien espion russe du KGB, journaliste et spécialiste en relations internationales. Bonjour Sergueï Girnov. Bonjour Jean-Baptiste Banco. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes le premier et l'unique ancien espion soviétique et russe à avoir poursuivi en justice en 99 le service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie pour la non-remise du diplôme d'espion de l'Institut du Drapeau Rouge du KGB. Et puis vous avez été poursuivi en Russie pour la divulgation de secrets d'État dans vos articles sur Internet. Et vous avez été contraint en 2001 de vous exiler en France où vous avez reçu le statut de réfugié. Alors avant de rentrer dans le livre et pour comprendre un peu votre parcours, pour quelles raisons vous avez quitté les services de renseignement russes et pourquoi vous avez souhaité rendre public vos contentieux avec le service ? C'est un peu compliqué, mais en fait, pour la sortie des services russes, c'est très facile. Ma dernière mission sous la couverture était à Paris, et ma dernière mission concernait d'infiltrer l'ENA, l'École nationale d'administration. Donc ça s'est passé très très bien. Je me suis fait inviter par le gouvernement français à entrer dans cette école avec le paiement de la bourse par le gouvernement. Tout allait bien et donc au mois de septembre, j'ai commencé mes études à Paris au mois de septembre 1991. Sauf qu'au mois d'octobre, le 22 octobre 1991, suite au putsch qu'il y a eu au mois d'août contre Mikhail Gorbatchev, auquel le KGB a pris part active, donc cette institution a été en quelque sorte punie. Elle a été donc dissoute. Le Parti communiste de l'Union soviétique a été interdit et le 25 décembre 1991, l'Union soviétique a cessé d'exister. Donc je me suis retrouvé à Paris sous la couverture en mission, sans le service qui m'envoyait, sans le parti pour lequel ce service travaillait et sans le pays qu'il représentait. Voilà. Donc, oui, c'est ça, vous vous êtes retrouvé isolé finalement. Je suis retrouvé, vous savez, comme dans le film d'Hollywood, seul sur Mars. Voilà, donc il y avait rien, on savait pas ce qui allait se passer. Donc du coup, je continue comme si de rien n'était. Et une fois, lorsque je suis rentré à Moscou pour des vacances, enfin, je m'en souviens plus, je crois que c'était des vacances de Noël. Donc j'ai rencontré mon directeur du département, en lui posant la question qu'est-ce qui se passe, comment on continue. Il dit voilà, donc tout a changé, le pays a changé. Il y a un nouveau service qui s'est mis en place à la place du service d'espionnage du KGB qui s'appelle maintenant le SVR, le service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie. Donc automatiquement j'ai été transféré dans ce service sans qu'on me demande rien du tout, même si le paradigme idéologique a changé complètement, parce que l'Union soviétique c'était le communisme, donc on était le bras armé du Parti communiste et on avait comme but la conquête mondiale du communisme sur toute la planète Terre. Et là on est devenu la Russie capitaliste, donc l'opposé de ce qu'on était censé, pourquoi on a signé notre serment solennel. Et donc du coup, j'en ai profité aussi. J'ai senti que c'était le moment où on pouvait, si on voulait, quitter le service. C'est ce que j'ai fait. En fait, au mois d'août 92, j'ai posé ma démission. J'ai posé ma démission qui a été acceptée au mois de décembre 92. Donc pendant un an, j'ai été officier de SVR, le service de renseignement russe, mais en quelque sorte d'une manière un peu passive. Podcast by Tendance Ouest. Je suis retourné dans la vie civile et ça se passait très très bien, même trop bien, parce que il y avait une nouvelle classe riche qui s'est formée en Russie. Deux de mes camarades de MGIMO, ce qui est l'équivalent à peu près de Sciences Po Paris et l'ENA, sont devenus ce qu'on appelle les oligarques, les
milliardaires, Vladimir Potanin et Boris Titov. Et donc, en fait, mon travail consistait à conseiller les Français qui allaient sur le Klondike du marché russe qui s'ouvrait et les Russes qui allaient sur le Klondike du marché occidental qui s'ouvrait eux. Donc, j'avais pas de problème par rapport à ça. Et je soignais aussi en Suisse parce qu'en fait, la médecine a aussi été assez mauvaise. Et j'ai soigné en Suisse les nouveaux riches russes, donc dans les cliniques privées autour de lac Léman. Et c'est là où ont commencé en réalité mes problèmes qui ont m'amené doucement vers l'exil et vers toute cette histoire rocambolesque que vous avez citée avec le diplôme, avec les poursuites judiciaires, etc. En 2 mots. Donc, je me suis retrouvé dans les cliniques privées et lorsque vous soignez les gens qui sont très riches, donc vous êtes au courant de leur service, de leur secret médical. Oui. Donc, vous savez l'état de santé de ces personnes, de quoi ils sont malades, parce que je traduisais pour les médecins, etc., etc. Donc du coup, très très rapidement, je me suis retrouvé en possession de nombreux secrets, à commencer par la santé. Et vous imaginez, par exemple, je sais pas, Vladimir Potanin qui était donc la 5e fortune ou enfin entre 5e et 10e fortune russe. Si je fuitais qu'il allait en Suisse se faire soigner pour un cancer, donc vous imaginez que ce qui se passait dans le monde capitalistique sur le marché, quand on sait qu'il y a le dirigeant d'une grande entreprise qui a des problèmes de santé. Donc du coup, je possédais des secrets. Et il y a pire que ça. En 1996, il y avait la réélection de Yeltsin, oui. Président de Russie. Il était très mal en point dans les sondages au mois de février et avant l'élection, il avait 2%, il n'avait aucune chance. Donc il y avait beaucoup de ces oligarques qui ont misé sur lui, qui ont financé sa campagne électorale. Et en fait, il était malade, donc il avait une maladie de cœur. Et moi, je collaborais avec le centre médical de la présidence de Russie. Ça veut dire l'hôpital de Kremlin. Et donc, du coup, il y a le directeur de cet hôpital qui m'a dit, voilà, on pense pouvoir faire une opération sur le cœur du candidat Yeltsin, mais bien évidemment, pendant la campagne, ça représentait un secret le plus grand gardé de Russie. Je possédais le secret le plus important de Russie pendant 6 mois. Donc j'ai fait la prospection en Suisse. Les Suisses ont dit il n'y a aucun problème. La clinique de Gennevilliers était capable de le prendre. Ils avaient un très très bon cardiologue américain qui a dit voilà, on nous a amené votre Ivan Popov, on s'en fiche qui il est en réalité, donc et on va lui faire une opération. Et puis après ils ont décidé quand même que c'était un peu risqué avant l'élection et l'opération s'est faite au mois de septembre après les élections. Et donc en gros, je possédais des secrets et il y avait beaucoup de gens qui commençaient à flipper parce que il y a quelque chose qui se passe en France mais qui se passe pas en Russie. En France, vous pouvez avoir un communicant privé qui peut travailler avec le président de la République, il n'y a aucun problème. Donc il signe des contrats et donc il y a un privé qui intervient à côté du public. Mais en Russie, ils n'aiment pas ça. Donc ils n'aiment pas les électrons libres, donc ils m'ont dit parce que tout est traité par les services adéquats, c'est ça ? Voilà, donc tout est centralisé, donc il y a la présidence de Russie qui traite tout ça, et il y a les services qui sont à côté, donc vous avez le service de contre-espionnage, le FSB, vous avez le service d'espionnage, le SPR, vous avez le service d'espionnage militaire, le GRU, et donc en gros il me dit, écoute, nous on serait ravis si tu serais revenu dans nos services, comme ça tout le monde est tranquille, comme ça en plus, derrière la tête, il disait comme ça on te contrôle quand même. Hein. Et moi je voulais pas parce que j'ai compris qu'une fois lorsqu'on est sorti du service, c'était vraiment extraordinaire parce que c'était juste au moment de la chute du RSS. Ça n'était pas possible avant, ce n'était plus possible après. Et donc du coup je me suis dit non, je vais pas le rentrer et c'est de là qu'est partie toute l'histoire. Podcast by Tendance Ouest. C'est le début des problèmes, parce qu'en fait vous en savez trop et l'idée que vous soyez indépendant n'est pas faite pour plaire.
C'est ça, c'est exactement ça. Et donc du coup, ils ont commencé à faire pression, ils ont commencé à faire même un chantage en disant lorsque tu es sorti, personne ne sait que tu étais un ancien du KGB, mais tu sais, une petite fuite et donc tu n'auras pas de visa ni pour la Suisse ni pour la France, ce sera foutu. Et là j'ai compris que en fait j'avais un squelette dans mon armoire. Et que tant que ce squelette était dans l'armoire, j'étais vulnérable jusqu'à la fin de ma vie. Et donc du coup, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et le problème aussi, c'est qu'ils ont fait adopter une loi en 93, entre-temps, qui a interdit aux anciens du service de faire savoir, de faire connaître leur ancienne appartenance. Sinon, on allait en prison. Et donc j'ai été coincé. Donc, si je le disais pas, ils pouvaient me faire chantage sur moi jusqu'à la fin de ma vie. Mais si je le disais, j'allais en prison. Vulgairement, j'étais dans la merde jusqu'au cou. Et donc, du coup, j'ai cherché. J'ai trouvé en fait un truc assez marrant. J'ai trouvé ce qu'on appelle juridiquement une collision des normes de droit. C'est-à-dire que la loi sur le SVR, sur les sondages extérieurs, m'interdisait de le dire. Mais une autre loi sur l'éducation nationale disait que n'importe quelle institution qui fait la formation des élèves est obligée de donner un document qui sanctionne les études. Et comme j'ai fait Institut Andropov, qui est une institution de renseignement supérieur, donc j'ai eu mon diplôme d'État, pas d'espion, mais de spécialiste en relations internationales, mais par l'Institut Andropov. Et donc j'ai fait cette demande. Et donc du coup j'ai écrit une petite lettre, j'ai fait entre 1984 et 87 cette école. J'ai obtenu un diplôme, sauf que ce diplôme on m'a pas remis en main propre, et donc je demande de me le remettre. Et l'idée était dès que je me remettais, je le mettais sur Internet et l'histoire était finie. Et là, donc ils ont très très mal pris. En fait, d'abord ils m'ont pris pour un fou. Et moi j'ai joué là-dessus parce qu'en fait c'était très très bien qu'ils me prennent pour un fou parce que comme ça ils me prenaient pas au sérieux. Mais sauf que petit à petit je les ai amenés à échanger des lettres. Et donc j'ai 11 lettres signées par 4 généraux du SVR qui disaient: Monsieur Girnov, effectivement vous avez fait les études dans l'Institut Andropov, effectivement vous possédez un diplôme, mais on ne peut pas vous le remettre parce qu'il est soi-disant secret. Donc il confirmait votre passage par l'Institut et le KGB. C'est ça. Et en plus, les lettres étaient ouvertes. Il ne comptait aucune mention secret d'État, ni rien du tout. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis cette lettre déjà sur Internet. Et là, c'est la première chose qu'ils n'ont pas aimé. Et puis, pour fournir, en fait, c'était un jeu. Moi, j'ai adoré ce jeu. Et donc, pour pousser ce jeu jusqu'à la logique, je me suis adressé à la Cour de justice, tout simplement, en disant, voilà, il y a une loi qui les oblige de me remettre le diplôme, ils ne le veulent pas. Et donc, j'ai fait un procès au SVR. Donc du coup, je me suis retrouvé le seul espion du monde, en fait une sorte de merle blanc, un martien qui est là. Et ils étaient emmerdés, mais ils étaient obligés de suivre parce que la cour a regardé ma plainte et il a dit oui. En fait, ils ont fait des recherches, une petite enquête. Donc tout ce que j'avançais s'est confirmé. Et donc, du coup, il n'avait aucune raison de refuser ma plainte. Et donc, vous l'avez obtenu, ce diplôme? Non. Je ne l'ai pas obtenu. Ce serait trop facile. Hein. Ce serait trop facile. Non, je ne l'ai pas obtenu. Mais j'ai obtenu 4 décisions de justice dans lesquelles, d'une manière motivée, et d'ailleurs, la première décision de justice, c'est la juge Yemisheva de la Cour d'appel de Moscou qui l'a rédigée, parce qu'à mon avis, elle a subi aussi des pressions, elle n'a pas aimé. Et donc, elle a fait quelque chose au début, j'étais furieux, hein, parce qu'en fait, elle a fait 5 pages du truc et à la fin, elle dit non, je refuse sa demande. Mais le truc, c'est qu'avec le temps, j'ai compris qu'elle a fait mieux que ça. Parce que dans les 5 pages, en fait, elle cite tout ça. Elle dit, il y a un monsieur qui se présente devant moi. Il prétend être un ancien espion. Il prétend avoir fait des études. Il prétend avoir un diplôme. Il prétend que le SVR ne lui remet pas. Moi, juge Yemisheva, je reconnais que ce monsieur est un ancien espion et il a fait ses études à l'Institut Andropov et il a eu ce diplôme. Je l'ai
ce diplôme entre mes mains et il le cite quasiment en entier, le diplôme, dans la décision. Et à la fin, il me dit, mais je refuse de le lui remettre. Et donc, c'était bien évidemment et en fait, le truc, ce qui a changé aussi du temps de Yeltsin, c'est que n'importe quelle décision. En fait, le procès était fermé, donc parce qu'il y avait le secret d'État, donc le SFR a demandé que le procès soit en huis clos. Moi, je pouvais pas m'opposer à ça, mais n'importe quelle décision, même si le procès est à huis clos, est publique et non secrète. Et donc, du coup, lorsque j'ai obtenu les 5 pages de juge Yemicheva, je l'ai mis sur Internet. Et là, SVR m'a attaqué. En fait, d'abord, il y a les journalistes, bien évidemment, vous imaginez, tout Moscou est venu me voir en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un espion qui demande son diplôme. Donc, ça a fait les titres des journaux, ça a fait des programmes télé, etc. C'était une première pour la Russie. Ah oui, bien évidemment. Qu'un espion se rebelle. Tout à fait. Première et derrière, d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'autres cas. Podcast by Tendance Ouest. Mais alors pourquoi vous êtes contraint en 2001 de vous exiler en France? C'est parce que vous en venez à craindre pour votre sécurité? Parce que j'ai senti déjà en janvier 2001, je suis tombé malade et une médecin que je connaissais, enfin la femme d'un de mes amis, m'a diagnostiqué l'empoisonnement au métaux lourds. Donc j'étais en train de crever en fait en janvier et février. Et quand elle m'a diagnostiqué ça, je lui ai demandé de m'appeler sur mon téléphone et de me le dire par téléphone. Et donc elle m'a appelé, elle me dit voilà, suivant les symptômes que tu as, je suppose que le plus probable c'est l'empoisonnement aux métaux lourds. Un jour après, j'étais guéri. Ça veut dire qu'on voulait vous faire disparaître ? Qu'on voulait me faire disparaître, mais d'une manière plus soft que ce qu'on a fait avec Navalny ou ce qu'on a fait avec Skripal ou ce qu'on a fait avec Litvinenko. Ça veut dire ils ont voulu jouer d'abord dans les règles dollars du KGB. Ça veut dire que en fait la règle dollar du KGB, quand on liquide quelqu'un, ça ne doit pas être liquidation. Ça doit être une maladie quelconque. D'ailleurs, les médecins normaux n'arrivaient à diagnostiquer rien. En fait, j'étais en train de crever, personne me disait, ils disaient, on trouve rien. Vous avez toute la santé, les analyses sont sont bonnes, mais vous crevez. Voilà. Donc il y avait ça. Et après, au mois de mars, j'ai vu que derrière moi, il y avait une filature. Vous savez, on nous apprend de détecter les filatures, donc j'ai pas arrivé. À un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une filature derrière moi, et donc je me suis dit, il me prépare un sale coup, parce que vous imaginez, moi je suis célibataire, je vis tout seul, j'ai mon appartement. Quand je sors faire les courses, donc n'importe quel service russe peut rentrer, ils peuvent me mettre des photos pédophiles, ils peuvent me mettre de la drogue, ils peuvent me mettre des armes. Ce qui s'est passé avec un avocat Trepashkin, un ancien de KGB, ils lui ont mis juste une balle dans son appartement, et une balle en Russie, c'est possession d'armes. Et possession d'armes, c'est 8 ans de prison. Voilà. Donc je me suis dit, ils vont m'amener pour le même truc, et j'ai senti qu'il était temps que je parte. Et donc, vous avez peur à ce moment-là, Sergueï Girnov ? J'ai pas peur parce que j'ai été choisi pour le service des illégaux, donc on a quand même une résistance au stress qui est extraordinaire. Donc j'ai jamais peur. À la limite même quand je suis en confrontation avec quelque chose, ça me donne plus de moyens que quand je suis dans la vie normale. Donc non, j'avais pas peur, mais j'étais conscient du risque et j'étais conscient de la possibilité qu'ils avaient. Donc du coup, je suis quand même assez pragmatique. Je suis pas fou, donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Soit je risque ça, soit je pars tranquillement à l'étranger. Donc je suis parti en France. J'ai mis quand même 1 an pour me rétablir après le truc de janvier et février. Et puis en février 2012, j'ai déposé la demande d'asile en France. Et les Français n'étaient pas contents parce qu'en même temps, ils m'ont dit, t'es quand même gonflé, parce que l'espion qui infiltre l'ENA, maintenant qui demande l'asile à la France. Bon, après on s'est expliqué, on s'est bien compris, donc mais ça a duré quand même un bout de temps. Et vous avez donc obtenu l'asile en
En quelle année? Et donc, j'ai obtenu en décembre 2004 l'asile avec l'effet rétroactif par rapport à la date de mon entrée officielle sur le territoire légal, puisque j'avais un visa d'entrée. Donc, le 11 juin 2021, dans un mois, il va avoir 20 ans. Et il a suffi que vous arriviez en France, Sergueï Girnov, pour que les services russes vous lâchent en quelque sorte, ou bien depuis ce temps-là, vous êtes toujours dans une certaine fragilité, d'une certaine manière? Non, les services russes ne lâchent jamais rien du tout. Hein. Donc, c'est pas parce que vous partez, c'est pas parce qu'il y a le temps. Il n'y a pas de prescription déjà pour commencer. Et après, même il y a quelque chose de pire, parce que au début, quand je suis parti, ils étaient peut-être un tout petit peu aussi soulagés parce qu'ils se sont dit voilà, il a foutu le camp, il nous laisse tranquille. Bon il se fait oublier. Tant mieux. Mais sauf que comme j'ai demandé l'asile et comme je l'ai obtenu, donc j'ai obtenu le statut de réfugié politique. Et à ce moment-là, je deviens traître. Puisque j'étais un ancien espion de mon pays et maintenant il y a un pays étranger qui m'accorde sa protection en disant que la Russie a failli dans la protection de cette personne. Donc vous êtes aujourd'hui considéré comme un traître par l'État russe. Tout à fait. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'en fait vos éditeurs doivent comprendre que par exemple la conversation que j'ai avec vous actuellement, c'est une conversation qui me vaut 15 ans de prison. Podcast by Tendance Ouest. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez été au sein du service des illégaux pour l'URSS. Alors, dites-nous peut-être en 2 mots ce qu'est le service des illégaux. C'est le service le plus secret et le plus prestigieux du service d'espionnage. Donc, le KGB, à mon époque, c'était 420 000 officiers de carrière. Le service d'espionnage, c'est seulement 10 000, entre 8 000 et 10 000. Le service des illégaux, c'est 500 personnes, y compris les illégaux eux-mêmes, c'est une petite vingtaine et une petite quarantaine de personnes. Ça veut dire que c'est, si vous voulez, si on prend, pour les gens qui ne connaissent absolument rien dans l'espionnage, on peut leur donner une autre image. Vous avez les pilotes, les gens qui pilotent les avions. Après, vous avez les pilotes des grandes lignes. Après, vous avez les pilotes de chasse. Ça, c'est à peu près comme l'espionnage. Et après, vous avez les cosmonautes, comme Thomas Pesquet, qui est actuellement dans la station orbitale à 400 km autour de la Terre. Et donc, en fait, les illégaux, c'est ça. On peut dire que c'est l'élite de l'élite, les illégaux ? C'est l'élite de l'élite de l'élite de l'élite. Ça veut dire que, en fait, le KGB, c'est déjà l'élite. L'espionnage, c'est l'élite de l'élite. Et les illégaux, c'est l'élite de l'élite de l'élite. Voilà. Et quelles sont les missions principales des illégaux ? Disons qu'il y a déjà le statut. Parce que nous avons la différence dans l'espionnage, nous avons 2 grandes directions, ce qu'on appelle l'espionnage légal et l'espionnage illégal. C'est pas parce que ça s'appelle légal qu'ils font des choses légales. Hein. L'espionnage, c'est assez criminel de toute façon. Mais légal, c'est parce qu'ils sont sous la couverture des représentations officielles de notre pays, donc soviétique à l'époque ou russe actuellement. Ça veut dire que c'est les gens qui travaillent à l'ambassade comme diplomates, comme commerciaux, comme consulaires, comme journalistes, comme spécialistes de droit, etc. Mais en réalité, ils sont espions, mais ils ont la pancarte Russie sur les endroits dans lesquels ils travaillent. Et les illégaux, c'est quelque chose de particulier. Il y a seulement 2 pays qui peuvent se le permettre, enfin, qui pouvaient se le permettre. C'est la RDA et la Russie, parce que ça coûte très très cher. C'est comme dans la série The Americans. C'est les gens, en fait, nous, normalement, je pouvais jouer un Français. On pouvait me faire des faux papiers d'un Français et je m'appellerais, je sais pas, François Dupont, soit en France, soit aux États-Unis, soit au Canada, soit en Allemagne, soit en Suisse, en fait là où le service a besoin de moi. Et voilà. Et ce statut, donc il est tellement particulier que les illégaux sont indétectables
pour le service de contre-espionnage. Parce que tous ceux qui travaillent à l'ambassade, eux, ils peuvent être suivis. Mais un illégal, tant qu'il n'est pas dénoncé, personne ne peut le détecter. Et d'ailleurs, la DST ou la DGSI n'a jamais détecté aucun illégal russe sur le sol français. Les seuls par exemple, le plus grand scandale d'espions, c'était sous Mitterrand en 1984-85, lorsqu'ils ont expulsé 47 espions légaux de l'ambassade vers la Russie, parce que tout simplement, il y avait un lieutenant-colonel Vetrov, alias Farewell, qui a dénoncé ça à la DST, et donc du coup, c'est remonté au chef d'État, il a pris la décision de les expulser. Mais sinon, les illégaux, tant qu'ils n'ont pas été dénoncés, il y a personne qui peut les détecter. Lorsque vous rentrez à l'ENA en France, vous êtes un illégal, Sergueï Girnov ? J'ai le statut d'illégal avec mon service, ça veut dire que j'opère en totale autonomie avec tout ce que ça comporte, mais en même temps, je ne peux pas être considéré comme un illégal à 100%, puisque comme ils m'ont recruté avant, l'ENA, comme ils m'ont proposé, quand j'étais en tant que journaliste, soi-disant, travaillant pour la télévision de Russie, donc j'étais obligé de travailler sous mon propre nom. Et donc c'est une situation un peu rocambolesque pour un illégal qui doit travailler sous son propre nom. Ça me donnait l'impression de me prendre tout nu parmi les gens habillés. Parce que quand on est illégal, en fait, on est tellement protégé que c'est là où on se sent bien. Mais dès qu'il y a un tout petit peu de publicité, on se sent très très mal. Sergueï Girnov, vous le disiez tout à l'heure, en acceptant de nous parler, vous risquez 15 ans de prison. Alors pour quelle raison vous avez accepté la conversation croisée avec un ancien officier des services des renseignements français pour cet ouvrage KGB et DGSE, deux espions face à face ? D'abord pour ma protection. Parce que les méthodes de travail des services secrets russes ont changé même par rapport à l'Union soviétique, parce qu'à la fin de l'Union soviétique, à mon époque, il y avait quasiment plus de liquidation. Quand il y avait des problèmes avec des espions, on les échangeait. Il y avait un accord entre gentlemen, si on peut dire, parce qu'en fait c'est un métier très sale. Il y a rien de gentleman là-dedans. Mais il y avait un accord entre les services, parce que les services comprenaient que si on commençait à s'amuser à zigouiller les gens, les nôtres seraient zigouillés à leur place, et donc du coup après c'est une guerre sans fin. Et donc du coup à un moment donné il y avait une sorte de moratoire d'estime entre les services, et Poutine a rompu tout ça. Et donc Poutine a fait en 2018 la tentative d'assassinat de Skripal et de sa fille. Entre-temps, il y a eu d'autres assassinats. Il y avait assassinat de Litvinenko en 2006 à Londres avec Polonium. Et donc du coup, j'ai senti que les méthodes ont changé et que j'avais besoin d'autres protections que simplement de partir de Russie. Ça veut dire quoi? Que plus vous parlez, plus vous êtes protégé? C'est ça. Dans tous les métiers de l'ombre, la seule protection, c'est la lumière. C'est uniquement quand vous savez que vous êtes public, que tout le monde sait que vous êtes là, c'est là où le service pensera 3 fois avant d'entreprendre quelque chose contre vous. Podcast by Tendance Ouest. L'impression qui ressort de cet échange, enfin l'une des impressions avec cet ancien officier de la DGSE, François Varrou, c'est que le KGB avait beaucoup moins d'état d'âme que les services français. On a cette impression à vous lire. C'est une réalité ou c'est simplement parce que François Varrou parle moins que vous dans cet ouvrage ? C'est plutôt la deuxième raison, parce que il parle un peu moins que moi, parce qu'en fait déjà vous savez, la DGSE avec l'histoire de Rainbow Warrior, ils n'avaient pas d'état d'âme, donc ça va. Et quand il faut, François Hollande a écrit aussi un livre dans lequel il raconte qu'il a donné des ordres d'exécution à l'étranger, il y avait personne qui avait des états d'âme. Non, je crois que c'est pas ça. Après il y avait une différence de taille, bien évidemment, parce que le KGB c'est quand même un service global, c'est un service qui était dans tous les pays, les Français ne prétendaient pas à cette globalité. Et puis le KGB est un service idéologique et politique que la DGSE ne l'est pas. Ça ressort très, très fortement, cette dimension d'idéologie, de politique, avec, c'est quoi? C'est le sort de bras armé du communisme, et dont l'objet est de répandre le communisme sur la surface du globe.
Tout à fait, c'est pas une sorte, hein, c'est dans les statuts, hein, c'est vraiment dans les statuts, c'est écrit, le service d'espionnage du KGB est un bras armé du Parti communiste et qui travaille pour l'idéologie communiste pour faire triompher le communisme dans le monde entier. C'était officiel. Et nous, on signait pour ça. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui explique pourquoi des membres de KGB comme Yuri Andropov, qui était directeur de KGB, est devenu secrétaire général du parti et chef d'État, et que Poutine est devenu chef d'État, et que vous avez chef de parlement Narishkin qui est maintenant est directeur du SVR et que vous avez un ancien premier ministre Fradkov qui était directeur du SVR. Alors, aucun directeur des GSE n'a jamais prétendu une carrière politique. Tout ce qui n'était pas communiste était un ennemi ? Tout à fait. Tout en sachant que ennemi numéro 1, parce qu'on avait un classement, ennemi numéro 1, c'était les États-Unis, numéro 2, c'était l'OTAN, et après, c'était la Chine, numéro 3, et puis après, les pays européens de l'OTAN, et puis après, il y a d'autres ennemis. Donc, oui, tout à fait, tout ce qui n'est pas communiste, et même tout ce qui était communiste, mais qui ne partageait pas notre ligne, pour la Chine, par exemple, de Mao, de Deng Xiaoping, ils étaient devenus nos ennemis. Ou il y a la Yougoslavie de Tito a fini par devenir notre ennemi. Vous évoquiez Vladimir Poutine tout à l'heure. Ce qui est étonnant, c'est que vous l'avez croisé plusieurs fois durant votre carrière, ce président de la Russie. C'est ça. La première fois, c'est lui qui m'a interrogé au KGB parce que j'ai eu une conversation avec un Français pendant les Jeux Olympiques de Moscou. Après, on s'est retrouvés dans la même promotion à l'entrée de l'Institut Andropov en 1984, même si on n'a pas fait la même faculté. Lui, il est resté 1 an à l'Institut Andropov. Moi, je suis resté 3 ans puisqu'on m'a donné à apprendre une nouvelle langue, l'espagnol. Voilà. Et puis après, même après, on s'est croisés encore à 2-3 reprises. Vous démontez un peu sa carrière au KGB, d'ailleurs, dans le livre. Enfin, vous dites qu'il y a beaucoup de mystification autour de sa carrière qui, finalement, n'a pas été éblouissante dans ce service. En fait, avec un petit bémol. Comme on a bien précisé, le KGB, c'est une élite. Donc ça va, appartenir déjà au KGB, c'est autre chose. L'Union soviétique, c'était 290 millions d'habitants. Le KGB, c'est 420 000. Donc c'est quand même une petite élite. À la limite, même le Parti communiste, c'était 16 millions. Le KGB était plus élitiste que le Parti communiste. Donc de ce point de vue-là, le simple fait que Poutine est entré au KGB, c'est quand même faire une bonne carrière. Mais à l'intérieur du KGB, KGB, c'est un monstre. C'est un service que comprenait le service d'espionnage, le contre-espionnage général, le contre-espionnage militaire, le contre-espionnage sur le transport, la police politique, la protection des dirigeants, etc. Et donc, en fait, c'est une énorme machine. Et bien évidemment, dans cette machine, les emplois n'avaient pas le même prestige. Et donc, là, après, le plus prestigieux, c'était l'espionnage. Poutine a essayé de rentrer dans l'espionnage. Donc, il a été envoyé à l'Institut Andropov, sauf qu'à la fin, donc il a raté ses études et au lieu d'être gardé au quartier général d'espionnage, ça veut dire Yasenevo à Moscou, il a été renvoyé à Leningrad et puis après avec un petit piston d'un ancien directeur du contre-espionnage de Leningrad, il s'est retrouvé en RDA, mais là aussi sur un poste minable à Dresde, ils étaient 5, ils habitaient dans l'immeuble de Stasi officiel, donc sa carrière était ratée. Mais précisons-nous, elle est ratée par rapport à nous, les espions. Oui. Ça veut dire nous, les espions. Moi, j'ai fait. C'est relatif. Ça veut dire que j'ai fini, si vous voulez, sur la première marche du prestige d'espionnage, ça veut dire dans le service des illégaux en tant qu'illégal dans un pays capitaliste. Poutine, j'ai établi un tableau, en quelque sorte une échelle de prestige qui comporte 40 marches. Poutine s'est retrouvé au milieu de sa carrière sur la 22e marche. Podcast by Tendance Ouest.
Alors par ailleurs, dans ce livre, Sergueï Girnov, vous mentionnez, c'est très intéressant, l'utilisation d'agents d'influence, parfois à leurs dépens d'ailleurs. C'est quoi un agent d'influence ? Déjà, c'est quoi un agent? Un agent, c'est quelqu'un qu'on recrute. Donc nous, on est des officiers traitants, donc nous, on est des officiers de carrière. Et un agent, c'est un outil pour nous, c'est un outil humain. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui nous permet soit de pénétrer dans un objectif secret auquel nous n'avons pas accès, soit d'avoir accès aux informations secrètes auxquelles nous n'avons pas accès. Donc c'est en quelque sorte, en fait, c'est un traître local qu'on recrute et l'agent, il le sait. Ça veut dire il signe avec nous un papier. Il est conscient. Il est conscient qu'il travaille pour un service d'espionnage étranger, donc il est conscient qu'il est passible de la peine de 20 ans en France ou de la peine capitale dans d'autres pays. Et avec lui, bien évidemment, comme il est conscient, donc on travaille comme s'il était un professionnel de l'espionnage. On établit des protocoles de sécurité qui sont très compliqués, et donc là, on est carte sur table. Tout le monde sait ce qu'on fait. On le paie, on peut ne pas le payer, ça dépend, parce qu'il y avait par exemple les 5 de Cambridge, les plus grands espions anglais qui ont travaillé pour le KGB, ont toujours refusé le paiement, parce que pour eux, c'était vraiment leur rôle de communiste, parce qu'ils étaient plus communistes que nous. Hein. Et c'était par idéologie. C'est ça, c'est par idéologie. Donc après, ça peut se faire par argent, ça peut se faire par ego, ça peut se faire aussi sur chantage. On peut faire chanter quelqu'un et puis lui demander le service. Mais le chantage, ça marche très peu. Et donc un agent, c'est quelqu'un qui est conscient, qui travaille pour l'espionnage. Mais un agent d'influence, c'est quelqu'un qui occupe un poste tellement important dans la structure soit étatique, soit politique d'un pays qu'on peut pas le recruter. Donc on peut pas signer avec lui un papier. Vous pouvez pas aller, contacter Valérie Pécresse, présidente de la région d'Île-de-France, ou François Hollande quand il était premier secrétaire du Parti socialiste, et lui faire signer le papier comme quoi elle travaillait pour le KGB. En revanche, on peut le contacter, on peut établir, un officier de KGB peut le contacter, peut établir un lien avec lui, ça deviendra un lien amical. Il peut soupçonner que nous, on est officier de KGB, il peut ne pas l'être. Il peut le faire tout simplement parce qu'il nous trouve sympathique ou parce que l'Union soviétique ou la Russie l'intéresse. C'est ce qui s'est passé avec François Mitterrand. Il avait comme contact un certain Nikolai Tverikov, qui était le résident de l'antenne du KGB sous la couverture de l'ambassade de Russie. Et François Mitterrand était dans l'opposition, donc il était un leader socialiste. Et quand il est devenu président, et la DST a dénoncé les espions qui travaillaient à l'ambassade, donc ils étaient expulsés. Et à un moment donné, il prend le téléphone et il appelle le directeur de la DST en disant à Yves Bonnet, qu'est-ce que vous m'avez fait? Parce que moi j'ai appelé M. Tchereikov, qui était mon contact préféré à l'ambassade, pour lui demander un petit renseignement sur l'URSS, et on m'a dit que je l'ai fait expulser. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Oui, et puis alors il y a beaucoup d'artistes, quelques artistes qui font partie de ces agents d'influence. Disons que en fait, ça doit être une personne qui a un certain poids, soit artistique, soit politique, soit administratif. Donc ça peut être un grand homme politique ou une femme politique. Marine Le Pen rentre parfaitement dans cette catégorie. Et c'est pour ça d'ailleurs que Vladimir Poutine, quand il l'invite au Kremlin en 2017, entre deux tours de l'élection présidentielle, c'est un peu ça en fait. Mais c'était une faute des deux côtés, parce que il n'aurait pas dû y aller et lui n'aurait pas dû l'inviter. Mais bon. Après, c'est Thierry Bariani. Vous prenez par exemple à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous avez des groupes d'amitié. Donc, vous avez un groupe d'amitié franco-russe. Et donc il y a les gens qui ont un peu la sensibilité et donc qui rencontrent les parlementaires, donc ils vont en Russie, ils les reçoivent en France. Et parmi ces parlementaires, bien évidemment, il n'y a pas d'agents de SFR ou de FSB, mais les gens qui viennent avec eux, leurs assistants, etc. Là, on peut être à 100% sûr que c'est plein soit de professionnels d'espionnage, soit d'agents qui travaillent pour nous. Et donc du coup, ils ont accès à des députés, et donc après ils les invitent. Quand il y a eu l'annexion de la Crimée, l'annexion criminelle par Poutine de la Crimée ukrainienne, il y a eu quelques députés français qui se sont fait inviter aux frais de la princesse, ça veut dire de la Russie, pour visiter soi-disant cette république qui a voulu
se détacher de l'Ukraine et rejoindre la mère patrie russe. Et donc, parmi ces personnes-là, on peut très très bien soupçonner que ce sont des agents d'influence. Oui. Et ça, c'est organisé par les services, Sergueï Girnov? Oui, ça c'est organisé par des services. Où vous avez, je sais pas, Éric Zemmour sur CNews qui est amateur de Poutine et qui est amateur de Russie. Et donc en fait, ce qu'il raconte sur CNews concernant la Russie peut être considéré comme agent d'influence. Oui. Après, je connais pas son dossier, je sais pas si c'est formalisé, je sais pas s'il voit d'autres personnes, mais ce qu'il fait, son discours qui tient par rapport à la Russie, rentre parfaitement dans le cadre d'agent d'influence russe. Podcast by Tendance Ouest. Aujourd'hui, Sergueï Girnov, l'ambition de la Russie n'est plus, comme à l'époque de l'URSS, de mener une révolution mondiale et d'imposer le communisme sur toute la surface du globe. Est-ce que les services secrets sont toujours utiles en Russie, et est-ce qu'ils sont toujours aussi puissants aujourd'hui en 2021? Vous avez raison, la Russie a perdu cette idée de la lutte globale et donc et même cette idée universelle du communisme que l'Union soviétique proposait au monde entier. Et donc du coup c'est pour ça d'ailleurs que la Russie a perdu le statut de superpuissance. Ce n'est pas parce qu'elle a l'armement nucléaire que ce statut lui est accordé, parce que économiquement le PIB de Russie c'est le PIB d'Espagne, c'est un pays très pauvre, c'est un pays très inefficace, et donc en fait ce qui détachait l'Union soviétique c'est cette idée universelle. Donc les États-Unis proposaient l'idée universelle de l'initiative privée et l'Union soviétique proposait l'idée universelle du collectivisme. La Russie n'a pas cette idée, mais en revanche la Russie c'est un pays vulnérable, très faible, qui dépend beaucoup des marchés occidentaux, parce que c'est en gros une république bananière qui vit uniquement sur la vente de pétrole, de gaz et des matières premières, qui importe tout de l'Occident. Donc en fait, contrairement à tout ce que Poutine raconte avec son discours belliqueux, etc., la Russie est entièrement dépendante des marchés internationaux. Et pour se venger de ça, en quelque sorte, pour garder, soit aux yeux de l'électorat de Poutine, soit aux yeux de leurs dirigeants, ils font de l'espionnage. Et l'espionnage russe est 4 fois plus actif que l'Union soviétique. Ça veut dire que l'Union soviétique, c'était 290 habitants, 1 million d'habitants, 15 pays, 15 républiques socialistes. Donc en décembre 91, ces pays sont devenus des pays indépendants. La Russie était devenue un seul des 15. Elle a perdu la moitié de sa population. Et elle a perdu 5 millions un quart de sa surface. Mais dans le quartier d'Yancinevo de SVR, ils ont construit 2 fois plus de bâtiments qu'à mon époque. Ça veut dire qu'en fait, la Russie, c'est la moitié du URSS, mais sauf qu'il y a 2 fois plus de bâtiments au SVR, et vous imaginez que ces bâtiments ne sont pas vides. Donc du coup, 2 par 2, ça fait 4. Puissance 4. Donc c'est une fausse idée que de penser qu'avec l'abandon de l'URSS et de l'idéologie communiste, les services de renseignement russes sont plus faibles ou moins importants. Totalement fausse. D'ailleurs, même pendant la perestroïka, quand il y a eu des ouvertures, on travaillait beaucoup plus activement qu'avant la perestroïka. C'est totalement faux. C'est pour ça d'ailleurs, je ne me souviens plus dans quelle interview, j'ai dit la guerre froide n'a jamais cessé. C'est une idée totalement fausse, pour ne pas dire imbécile. Nous allons devoir nous quitter, malheureusement, Sergueï Girnov, parce que c'est passionnant et on aurait envie de rester avec vous plus longtemps encore. Alors j'ai envie de vous provoquer un peu parce que vous avez passé une partie de votre vie à manipuler, ou en tout cas vous avez passé une partie de votre vie à mentir. Alors qu'est-ce qui nous dit, ou qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas en mission actuellement et que finalement ce livre c'est une couverture comme une autre, que vos critiques à l'endroit de Vladimir Poutine, c'est destiné à nous faire à vous faire adopter par la France, par les Français. Rien du tout, rien ne vous prouve. D'ailleurs, n'est-ce pas? Éric Donessé, directeur du Centre de recherche du renseignement français, l'a écrit carrément dans la postface de notre livre. Il a dit si on regarde le profil, ce serait une parfaite couverture. Donc pour moi, c'est pas impossible que ce soit un agent double. D'ailleurs, ça m'a fait rigoler. En fait, le truc, c'est que à cette question, je peux rien répondre. Si je vous dis non, vous ne me croirez pas. Si je vous dis oui, à ce moment-là, c'est ridicule. Parce que vous avez l'air sincère, mais finalement, c'est votre métier que d'être sincère. Ah oui, tout à fait. C'est mon métier d'être sincère. Je peux mentir comme arracheur de dents. Il n'y a aucun problème.
C'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo avec Néo dans laquelle il me pose exactement la même question, mais un peu différemment. Il me dit, est-ce que vous pourriez nous jurer que vous n'êtes plus? Et j'ai répondu, je vous le jure, mais puisque je vous le jurais, vous ne me croirez plus. Merci beaucoup. Merci Sergueï Girnov. C'est passionnant cet échange avec vous, et j'invite vraiment nos auditeurs à parcourir, à lire cet ouvrage KGB DGSE, Deux espions face à face. C'est intéressant. C'est intéressant évidemment sur l'histoire des services des renseignements de l'URSS et de la France. Et puis c'est intéressant aussi sur la nature humaine, parce que finalement vous, comme votre confrère François Varroux, vous avez fait un métier spécialisé sur la nature humaine, parce que avant de pouvoir manipuler, il faut extrêmement bien connaître son prochain, non? Tout à fait, c'est ça. C'est l'humain, c'est le premier objectif. C'est souvent le meilleur moyen, parce que tous ceux qui ont dit les satellites, les caméras, les espions, ça, enfin tout ce qui est technique, ça peut remplacer. Et en fait, même les Américains, ils sont revenus vers l'intelligence humaine, parce qu'on peut pas la remplacer. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas un métier. Pour moi, c'est un sacerdoce. C'est comme être dans les ordres comme un prêtre, parce que vous ne pouvez pas être espion de 9h du matin à 17h du soir et rentrer chez vous tranquillement après. Non, l'espion, on l'est 24 heures sur 24. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un statut de militaire. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous, et quand vous voulez, vous pouvez revenir nous poser encore des questions. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.